Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Julie Gaillet, vous êtes née à Suresnes dans une famille cultivée et exigeante. Vous y grandissez avec vos frères, entre le scalpel d'un père chirurgien, les trésors d'une mère antiquaire et l'héritage d'une arrière-grand-mère comptant parmi les premières femmes diplômées de médecine. En 2 mots, vous n'étiez pas particulièrement destinée au 7e art. Et pourtant, à 8 ans, vous vous lancez dans le chant lyrique. À 14, vous débutez le théâtre. À 17, vous partez à Londres, à l'Actors Studio. À 21, vous obtenez votre premier rôle. À 25, vous recevez le prix Romy Schneider. À 35, vous montez votre propre boîte de production. Et il y a 2 ans, vous publiez votre premier livre. Dès vos débuts, vous faites de la liberté, de la pugnacité et de la simplicité vos plus fidèles conseillères, refusant toute forme de routine, de limite ou d'enfermement. Vous êtes ainsi inclassable, vous naviguez entre cinéma d'auteur et films populaires, vous passez de la casquette d'actrice à celle de productrice ou même de réalisatrice sans jamais sembler y voir la moindre difficulté. Et puis il y a l'autre Julie, celle qu'on voit moins mais qu'on entend toujours, la femme engagée. Pour l'égalité homme-femme, pour la diversité ou encore la création locale et transversale entre la musique et l'image. Des combats que vous portez avec passion et conviction, loin des caméras, et tout ça en parallèle de tous vos projets professionnels. Bonjour Julie. Bonjour, merci pour ce beau portrait. J'évoque donc dans votre présentation votre famille qui est plutôt tournée vers la médecine. Vous avez un père chirurgien, je crois que votre frère est radiologue. Votre grand-mère était donc une des premières diplômées de médecine. Alors comment arrive l'art dans tout ça ? C'est vraiment venu de la musique. C'était à l'époque mes parents qui n'avaient jamais joué d'un instrument, qui avaient envie que nous, leurs enfants, on puisse aller vers la musique classique. Ils nous avaient inscrit à un cours de piano. Et mon professeur de piano donnait des cours de chant. Et je dois avouer que, comme gauchère, dyslexique, dysorthographique, tout, le solfège, la rigueur du piano est quand même difficile. Donc, c'était pas facile pour moi. Et je suis allée vers le chant lyrique. Et j'ai commencé à chanter. Et là, j'avais une jolie voix. Et ça a été une passion de chanter et d'interpréter et de plonger dans des rôles et dans les univers. Parce que finalement, un auteur, que ce soit un compositeur ou un auteur, on rentre dans son écriture, dans sa musique, dans sa grammaire. Et en interprétant un rôle dans Les Noces de Figaro, l'air de Barberine, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas chanter et pleurer. Elle est désespérée, elle a perdu cette épingle et j'étais devenue le personnage. Et quand je me suis mise à pleurer, je me suis dit, ah oui, donc on ne peut pas chanter et pleurer. Mon professeur de chant m'a dit, ah bah non, ça c'est le théâtre. Au fond du couloir au conservatoire, j'ai poussé la porte. 2 élèves qui jouaient une pièce de Tchekhov et je suis restée... le souffle coupé en me disant c'est ça que je veux faire. Donc je travaillais toutes les vacances scolaires pour payer mes cours de théâtre, en l'assumant tout en l'assumant pas. Pendant longtemps, je disais que j'étais étudiante, j'avais du mal à dire actrice. Pour moi, c'était inaccessible. Mais en tout cas, c'était vraiment ça que je voulais faire. Et le chant était oublié. Quand j'ai joué à 21 ans dans le film d'Agnès Varda, là, c'était un peu comme une... j'avais l'impression vraiment de me déchirer en deux, mais de me dire maintenant, il faut choisir. Donc je n'ai plus jamais chanté, ou en tout cas, au travers de rôles pour des personnages dans des films. Et donc à ce moment-là, ce n'était pas moi, mais c'était la voix de mon personnage, et puis il y avait plus de légèreté à le faire. La femme qui a été ce professeur de chant important pour moi, qui s'appelait Tosca Marmor, c'est vraiment elle qui a insufflé cette confiance. D'abord, je pense que je n'aurais pas fait ce métier sans elle, vraiment. Elle était convaincue que j'avais un talent. Je pense que c'était la seule convaincue de ça. Elle me portait. Elle avait une expérience folle. Elle avait fait partie de ceux et celles qui ont survécu à Auschwitz. J'avais vu un jour son numéro tatoué sur le bras et on avait eu de longues discussions et elle avait une force de vie et elle m'a insufflé ça. Que vous avez gardé tout le long. Oui, toujours de me dire on peut faire bouger les choses aussi avec l'art. Donc tout à coup dire bien sûr qu'on peut changer le monde avec le jeu, c'était quand même assez osé dans une famille très engagée.
Quand on regarde votre parcours, vous avez fait l'école du cirque. Vous êtes parti à Londres, donc à l'Actors Studio, parce que vous vouliez suivre des cours spécifiques d'une personne. Vous avez fait l'histoire de l'art, de la psycho. Ça avait un but précis où il fallait aller partout. C'était votre curiosité. J'ai toujours eu du mal à être enfermée un peu dans une boîte. J'ai eu cette chance inouïe de commencer avec Agnès Varda. Et ça a été un modèle. C'est-à-dire qu'Agnès, elle était à la fois réalisatrice, artiste, elle faisait des documentaires, elle produisait, elle montait, elle était indépendante, elle avait son propre studio. Donc j'ai eu envie d'aller au montage. Donc j'étais assistante monteuse, j'avais des petits grands soirs. Et donc je la regardais monter. En même temps, il y avait un jeune garçon qui était ingénieur du son. Je dis, je peux t'aider pour la perche. M'intéressait le son, m'intéressait l'image. C'était Éric Gauthier qui était à l'image de ce film Les 101 nuits. Tout m'intéressait. Par imprégnation, Agnès, elle m'a donné cette vision. Je conseille souvent aux acteurs d'aller au montage, d'aller voir même du bruitage, de s'intéresser à autre chose. Parce que c'est comme une partition de musique, comment on rentre dans une pièce et puis on va tourner 4 jours plus tard la sortie de la pièce. C'est le même rythme. Je partage énormément ça avec Agnès Varda, qui était le concret, le faire. Elle a un impact décisif sur votre carrière quand vous la rencontrez. Décisif. Oui, j'ai eu cette chance incroyable de le vivre dès mon premier grand rôle. En plus, avec Marcello Mastroianni, Michel Piccoli comme partenaire, ce qui était quand même assez fou. Un nombre d'acteurs et d'actrices qui passaient sur ce tournage. Moi, je n'étais jamais venue à Cannes et je me retrouve à monter les marches aux côtés de Michel Piccoli. C'était vraiment une scène du film. Tout le monde disait « Avec qui est Michel Piccoli ?» Jessica Lange, point d'interrogation. Je fais « Oh là, Jessica Lange !» Moi, j'adorais Jessica Lange. Mais Marcello Mastroianni, tout à coup, de voir sa simplicité... Je me souviens toujours, il me disait, on vient nous chercher, on s'occupe de nous. Toute la journée, on me dit que je suis belle, je fais là, oui, bof. On me demande, tu veux un café ? C'est un peu quand même des métiers assez faciles. C'est quand même que du bonheur de tourner. Comment ça s'est passé, ce premier rôle ? Parce que là, on a l'impression que vous êtes arrivé depuis longtemps quand vous nous donnez les noms que vous nous avez donnés. Pas du tout. Non, pas du tout. Comment vous arrivez là ? Je voulais faire ce métier, en même temps, par quelle boule prendre ? On ne sait pas toujours par où commencer. Et je regardais les magazines pour voir les films en préparation et j'avais adoré La double vie de Véronique. Je pense que ce film de Kieslowski m'avait marqué. Et donc j'ai appelé la production, au culot, en disant voilà, est-ce qu'il y a des rôles ? On m'a dit alors non. Il y a de la figuration. Je me suis inscrite et j'étais faire de la figuration sur le plateau, de voir Juliette Binoche qui partait, qui s'effondrait en larmes à la fin de la prise. Je me disais waouh, c'était ma première expérience sur un tournage. J'ai proposé à la régie si je pouvais les aider à arrêter les voitures dans la rue. Et puis du coup j'ai fait les sandwichs sur le tournage. Et donc je suis restée et j'ai fait tout le tournage en faisant plein de petits boulots comme ça. Et à un moment, parmi tous les figurants, Kieslowski cherchait un tout petit rôle et il a traversé la foule avec son chef opérateur et il est venu me voir et m'a proposé le rôle. En faisant ce film, on rencontre un premier assistant, des assistants qui parlent d'un casting. Je suis partie faire les castings. Et d'ailleurs, le tout premier petit rôle, le réalisateur voulait pas de moi. C'est vraiment le premier assistant qui a insisté parce qu'une actrice qu'il avait choisie finalement ne faisait plus le film. Je me suis retrouvée au Cercle de Minuit parce que Michel Field avait aimé mon interprétation. Ça s'appelait À la belle étoile avec Agnès Varda. Et là, Agnès Varda est venue me voir, me regarder comme ça, elle me dit vous avez un petit air de Madonna. J'ai beaucoup de petits airs quand je suis jeune. Et elle m'a proposé de venir faire des essais avec Michel Piccoli. Et ça a été le début d'une aventure qui s'est fait comme ça, de fil en aiguille, de promotion, de rencontres. Je crois que je n'ai jamais travaillé, j'en suis même assez certaine, grâce à un casting. Je les ai toujours tous ratés. Donc ça peut peut-être donner un peu d'espoir à quelques jeunes actrices ou acteurs. C'est compliqué de faire un casting en me jugeant moi. Quel est le rôle ? Qu'est-ce qu'on raconte ? Comment on le travaille ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Puis je changeais de couleur de cheveux, je grossissais, je maigrissais, je changeais ma voix parce que j'ai commencé par le chant. J'aborde tous les rôles par la voix. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même voix d'un film à l'autre ? Non. D'ailleurs, dans Les Rois Maudits, j'avais travaillé ça avec Jeanne Moreau, cette série qu'avait fait José Dayan. Il y avait 2 moments de la vie de cette Isabelle de France, donc jeune et plus vieille. Et pour moi, jeune, elle parle plus vite, un peu plus aiguë, un peu plus certaine d'elle, et plus vieille, elle est plus posée. Et ça peut être une voix rentrée, ça peut être une voix très forte et très sortie, ça peut être une voix étouffée. Enfin, c'est vraiment un rythme. Et je retrouve d'ailleurs la voix, dès que j'arrive en post-synchro, je sais la voix que j'ai utilisée pour chaque personnage. Ça commence toujours par la voix. À vos débuts, à la limite, c'était presque un compliment quand on vous disait qu'on vous avait pas reconnu d'un film à l'autre, vous vous grimiez, vous changiez presque physiquement. Il fallait pas vous reconnaître d'un film à l'autre. Je me souviens d'entendre « Mais qui est Julie Gaillet ?» J'avais lu ça dans un article. On me l'a souvent reproché.
Mais même dans le choix film d'auteur ou comédie populaire, je sentais qu'il fallait que je fasse un choix de typologie de film. Pourquoi choisir ? J'aimais l'idée de passer de l'un à l'autre, et ce qui n'est pas évident. Encore une fois, en France, on aime un peu enfermer dans des boîtes. Ça a été un frein du coup ? Peut-être. En tout cas, moi, j'ai jamais voulu que ça le soit, donc j'en sais rien. Mais quand j'ai commencé, c'était très cloisonné. On avait peur des acteurs de théâtre au cinéma. Quand on faisait de la télé, on faisait plus jamais de cinéma. Quand on faisait du cinéma, on ne nous prenait pas forcément pour le théâtre. Et puis ça a explosé avec l'arrivée de la série. José Dayan, probablement, a œuvré pour ça. Est-ce que le prix Romy Schneider que vous avez reçu, ça vous a donné la confiance en vous qui vous manquait et qui faisait que vous changiez d'un film à l'autre ? Est-ce que ça vous a aidé à passer les frontières de genre entre films plus facilement ? Est-ce que ça a eu un impact sur votre carrière ? Ça a toujours un impact, et puis en tout cas ça me faisait plaisir, parce que vraiment Romy Schneider, c'était l'actrice qui m'a le plus, je pense, inspirée jeune. Mais c'était drôle parce que je l'ai eu à la fois pour un film qui a été une comédie populaire assez culte aujourd'hui encore, qui s'appelait Delphinin Yvan Zéro, de Dominique Farrugia, et pour Select Hotel de Laurent Bounic, qui était un film très radical, d'auteur totalement fauché. Et je me souviens de Philippe Gildas qui était venu me voir en me disant c'est ça qui nous a le surpris dans ta carrière, c'est de voir ce grand écart entre ces deux rôles. Quand on touche à tous les styles, tous les genres, comment est-ce qu'on choisit un film plus qu'un autre ? Alors je crois que j'ai jamais choisi un film pour mon rôle. Pour le film, pour le projet, pour ce que ça raconte, pour l'auteur, pour le réalisateur, la sincérité aussi, c'est important pour moi. Les rares fois où je me suis dit mais c'est impossible de jouer ça, c'est quand ça donne une image de la femme caricaturale, stupide, ridicule ou abaissante. En tout cas, je sais pourquoi je dis non, et une des raisons, c'est aussi ce que ça véhicule sur l'image de la femme. Ça fait partie de cette idée qu'on est quand même aussi responsable de nos choix. En 2007, vous créez Rouge International. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lancer dans ce nouveau challenge qui est quand même de monter une société de production ? Finalement, producteur, c'est aussi être là sur l'artistique pour qu'il soit juste, c'est-à-dire savoir où il faut faire certains choix financiers, mais choix de techniciens, certains choix de festivals à l'international. Et ça m'a paru assez évident, le métier de productrice. Sauf que je le faisais comme ça, cachée, comme actrice, à côté, en parallèle. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, je fais ce métier-là et je vais le faire officiellement. Donc on a monté Rouge International avec Nadia Turintsev, qui avait travaillé beaucoup sur l'Europe, dans les coproductions européennes, avec cette idée de produire des films pour l'international. On avait appelé ça Rouge. Et Rouge, ça raconte quoi ? Rouge, parce qu'on était des femmes, on se disait, voilà, le vernis à ongles, le moulin rouge, la couleur rouge très engagée, énervée, et puis tous les Anglais pouvaient dire rouge. Ça correspondait bien à cette idée de talon aiguille un peu. D'ailleurs, au départ, il n'y avait que des femmes, je crois, dans votre société. Maintenant, il y a quelques hommes. Moi, je suis très engagée sur la parité, de produire autant de réalisatrices que de réalisateurs, et d'avoir autant de collaboratrices que de collaborateurs. Bon, on a un peu plus de collaboratrices que de collaborateurs, c'est vrai, mais c'est vraiment cet équilibre qui est bien. En 2020, vous avez lancé votre festival Les Sœurs Jumelles à Rochefort. D'où vous vient cette idée ? Quel est le but de ce festival ? Pourquoi ? Je me rends compte qu'il faut encore plus créer des passerelles entre nous, et peut-être parce que je viens de la musique, que les plateformes ont complètement percuté nos industries, la série évidemment, mais les plateformes, la question du droit d'auteur, l'IA, l'intelligence artificielle. Et donc on est en plein Covid. Et moi je me dis, mais il faudrait faire un festival pour traiter de tous ces sujets entre l'industrie de la musique et l'industrie de l'image, puisque j'arrête la production. Et j'ai lancé ça, comme c'était l'année de la création du Centre national de la musique en 2020. On a ouvert en 2021, il y avait encore les jauges avec CNC, CNM, les professionnels, en disant mais est-ce qu'on n'a pas des choses à se dire ? Et on aura des concerts et des avant-premières et on peut échanger entre nous. C'est comme ça qu'est née Sœurs Jumelles, évidemment à Rochefort pour les demoiselles Jacques Demy et Michel Legrand, mais aussi parce qu'il y avait un studio d'enregistrement de musique qui faisait du montage image. La Nouvelle-Aquitaine est une région qui investit énormément dans nos industries, qui produisent beaucoup de premiers longs, qui nous avait soutenus sur des films quand on était producteurs.
Donc de dire, on va décentraliser, on fera à Rochefort cet événement international. Et donc on a lancé... Alors ça, c'est vraiment mon petit bébé. Moi, je me sens pas réalisatrice. J'ai l'impression que je raconte simplement l'histoire des femmes. Donc après Olympe, là, on travaille sur Louise Michel et la commune. Mais le festival, ça, c'est vraiment tout ce que j'aime, qui rassemble tout ce que j'ai vécu, toute la transversalité que j'ai aimée dans mon métier. Il y a autant le cinéma d'animation que le documentaire, le jeu vidéo. Mais c'est vrai que la réalisation, c'est prendre une voie qui n'existe pas, mais c'est pas forcément réaliser différemment. Il y avait quand même un moyen de communication que vous n'aviez pas encore exploré, qui était le livre. Non, mais c'est pas un livre en fait, c'est un essai. C'est parce qu'on ne pouvait pas filmer. J'aurais pu faire un podcast. C'est parce qu'en fait, on a envie, donc juste avant Olympe, de faire ces portraits de ces femmes que moi j'avais rencontrées qui œuvrent pour les autres femmes. On a commencé à développer ce 4e documentaire. On s'est dit qu'il fallait l'écrire, que ça allait être plus compliqué pour elles, de les filmer. On a commencé à faire des interviews pour préparer, comme là, notre interview. Et ça a été assez immédiat de se dire, on n'arrivera jamais à les filmer, elles ne diront jamais ça devant une caméra. Donc, il faut en faire un livre. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée des portraits. Et c'est vrai, on m'a souvent posé la question, mais pourquoi cet engagement auprès des femmes ? Je me souviens de Daphné Burki, comme ça, dans une émission, et moi qui n'arrive pas à trouver une seule et bonne réponse. J'ai cherché beaucoup de raisons et j'arrivais pas à le synthétiser. Je me suis posée pour réfléchir à cette raison-là. Au fond du fond, c'est cette histoire de filiation, c'est cette histoire de mère, d'arrière-grand-mère dont vous me parliez au tout début. Toutes ces femmes que j'ai rencontrées dans ma vie et que finalement, celle qui est essentielle dans nos vies, c'est quand même notre mère. Et que ma mère a été victime de violence et que je l'ai compris très tard. En fait, on marchait toutes les deux dans la rue et un jour, elle m'a juste dit cette phrase folle. Je venais d'avoir mes enfants et elle me dit « il est mort ». Et je me suis entendue lui répondre « c'est bien, c'est une bonne chose ». Alors que nous n'avions jamais parlé de ça, que je ne savais même pas qu'elle avait été victime de violence. Et là, j'ai compris que je ne pouvais pas lui demander parce que j'avais peur de lui faire du mal et que c'était en moi. Donc il nous a fallu beaucoup d'années pour que j'arrive à revenir la voir, à lui dire « et tu sais, quand tu m'avais parlé de ça » et qu'au travers de tout cet engagement, c'est probablement pour la mettre en lumière et pour dire à quel point ça a été une mère incroyablement merveilleuse qui a su complètement casser un chaînon. Et moi, j'ai eu une enfance vraiment très heureuse et une mère assez incroyablement généreuse. Et que c'était aussi pour elle tout ça, tout ce que je faisais. Et ça a été un grand sujet que de l'écrire. Vous dites quand même avoir tiré la sonnette d'alarme un peu tard. Pourtant, vous êtes engagée depuis longtemps. Qu'est-ce que vous auriez dû faire avant ? Parler, tout simplement, comme on ne le faisait pas, nous les actrices, vraiment, d'avoir vécu des choses. Mais c'est ça qui était fort, d'ailleurs, pendant ce mouvement. Il faut continuer d'en parler, parce que je vois bien que la jeune génération, quand on leur parle de MeToo, là, au collège, lycée, j'ai fait la promotion d'Olympe de Gouges dans les collèges, lycées. Je me suis rendu compte que quand je disais MeToo, il y avait les 3/4 qui ne savaient pas de quoi je parlais. Ah bon ? Oui, parce que c'était trop petit. Et donc, c'était cette grande libération. C'était de dire, nous toutes, moi aussi, j'ai été victime, où j'ai vu, où j'ai supporté, où cette vague de témoignages très forts, et de toutes les actrices, que ce soit des choses assez banales où on pense que c'est presque rien, comme l'a dit Juliette Binoche très justement, et qu'en fait, quand on regarde, on se dit, mais non, ce n'était pas juste rien, des propos ou des gestes très très déplacés qu'on ne se permettrait plus d'avoir aujourd'hui, et heureusement, et on a essayé de mettre des garde-fous, et il faut continuer. On a encore beaucoup de chemin pour faire bouger la société sur les violences faites aux femmes et les violences en général et le harcèlement. On est toutes responsables d'une certaine manière. Donc oui, je peux pas ne pas dire mais comment j'ai pu accepter ça ? Et pourtant, j'ai pas vécu ce qu'a vécu ma mère. Mais là, je laisse plus passer pour les jeunes générations et pour les actrices de demain. Des coordinateurs d'intimité pour les scènes d'amour, ça me paraît une évidence. C'est une cascade aussi, c'est une discussion qu'il doit y avoir. Ce qu'on veut faire et ne pas faire, j'ai pas envie de me faire casser le nez. J'ai pas forcément envie de me... Chacun a sa limite, mais doit être respecté. Les formations,
Parce que ça aussi, c'est essentiel. On le voit bien, quand on fait les formations, maintenant, c'est et dans la musique et dans l'image. Donc ça va bien à Sœurs Jumelles, on est très sensible au sujet. On entend des choses assez incroyables. Ouais, mais enfin, si elle est en mini-jupe et qu'elle est bourrée, tu comprends, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et là, tu dis, alors là, on est vraiment encore dans les années 80, quoi. On va passer sur une partie plus personnelle. Vous avez toujours été plutôt discrète sur votre vie privée, et puis d'un coup vous vous retrouvez dans une tempête médiatique avec l'affaire du scooter où votre relation avec François Hollande, qui était alors président de la République, est dévoilée. Quel impact ça a eu personnellement et même professionnellement ? Est-ce que ça a eu un impact ? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous ? Et comment vous avez vécu tout ça ? Oui, je pense que ça a changé. D'ailleurs, c'est drôle parce que je le dis avec beaucoup d'humour quand je vais dans les collèges, lycées et qu'on parle. Mais oui, c'est moi, là, sur le scooter. Et les jeunes, ils font oh ! Forcément, ça peut pas être anodin, mais ça a toujours été ma ligne de protéger ma vie privée, qui pour moi est derrière la porte. Elle a toujours été, dès mes 20 ans, ma première émission de télévision pour le film d'Agnès Varda avec Cavada. C'était les centenaires du cinéma. Il y avait Claude Lelouch qui était là et on m'avait demandé « Est-ce que vous êtes prête, vous, Julie Gaillet, à tout pour réussir dans ce métier ?» La question est quand même, alors, je suis prête à beaucoup de choses. Je vais faire l'école du cirque là en ce moment pour un film, mais ma vie privée, elle est derrière la porte. D'une certaine manière, voilà, je ne vais pas coucher pour réussir. Et Claude Lelouch, à l'époque, m'avait coupé la parole en me disant « Ah, je ne suis pas du tout d'accord avec Julie. Alors moi, ma vie, mais... » Et on en avait beaucoup parlé avec Claude après, plus tard. Je lui ai dit, mais tu te rends compte, j'avais 20 ans. C'est ma première émission de télévision, c'était atroce. Donc là, ça a été un peu un tsunami, vraiment un tremblement de terre. Et il fallait gérer ça. En tout cas, j'ai essayé de le faire du mieux que je peux, à la fois derrière la porte, pour mes enfants, pour ma famille, et dans mon métier, de ne pas changer. On m'a proposé de faire des couvertures de magazines, mais j'ai toujours refusé. Donc s'il y a eu des couvertures de magazines, c'était pas ma demande. Et vraiment de faire attention de ne faire que ce que je faisais déjà comme actrice. Parfois, c'était compliqué quand même pour un journaliste. Et je me souviens de Gilles Boulot, aux 20h de TF1, qui me pose une question personnelle alors qu'on était en pleine promo d'un film et que ça n'avait rien à voir. Et de me dire, bah oui, en même temps, c'est son métier, je vais le mettre en porte-à-faux. Pour eux, ça fait partie de ce sujet. En tout cas, tenir à rester discrète sur ma vie privée, et j'y tiens toujours. Donc je fais attention, c'est important. Vous venez d'une famille engagée, c'était presque un devoir dans votre famille d'être engagée. Vous aviez un grand-père qui a fait de la résistance, vous avez votre père qui était toujours engagé. Vous avez toujours, vous, été une femme de gauche, l'assumant. Et là, d'un coup, vous êtes avec un homme politique et en même temps, vous essayez d'être en retrait. C'était compliqué de trouver la bonne place ? C'est son métier, c'est lui qui est élu. Et donc, pour moi, c'était très important de ne pas participer à quoi que ce soit d'officiel, de surtout jamais intervenir. Il y a son métier, mon métier. Il ne viendrait pas sur un plateau intervenir et donc je ne me permettrais pas d'intervenir. Donc ça me paraissait assez évident. Je me mets des règles très fortes. Quand je produisais, je ne jouais pas dans les films que je produisais. Mais je crois que ça a été assez compris. Je ne pense pas qu'on le sache, mais avant cette histoire avec Closer, j'avais été prise en photo avec mes enfants sortant de la maternité. Et j'avais attaqué à l'époque tout de suite et j'avais gagné. Et des sommes assez importantes, toujours en disant « ma vie privée, c'est ma vie privée ». Après, chacun fait comme il veut. C'est pour ça aussi que j'ai pas de jugement. Il y a des camarades qui vont être contents d'être dans les journaux People où, pour moi, il n'est pas question qu'on rentre là. Probablement parce que ma mère était comme ça, et ce qui n'empêchait pas mon père de livrer les meubles le week-end pour sa boutique d'antiquité, de pouvoir le conseiller quand il en avait besoin sur des sujets qui pouvaient le... Mais ça reste l'histoire d'un couple, mais ça veut pas dire intervenir. Dans 10%, vous avez joué votre rôle avec Joy Star et vous en prenez à des paparazzis. Ça fait du bien de fictivement s'en prendre à des paparazzis quand on est prise dedans. C'était vraiment une super envie à l'époque. Donc, je me disais, cette affaire a pris des proportions folles. Mais surtout, j'ai été pourchassée pendant quelques mois de manière très, très violente. Et là, vraiment très angoissante. Et ça a été très dur. Alors, ma façon à moi d'y répondre, c'est mon métier. Je vais pouvoir m'amuser. Et quand on m'a proposé le rôle dans 10%, c'était la première saison avec Lola Doyon qui avait réalisé l'épisode. On s'est amusé et elle a rajouté avec Fanny Herrero cette petite phrase à la fin où lui dit « Et toi, t'es avec quelqu'un ?» On s'est amusé de ça, mais surtout, je disais « je vais faire un plaquage de paparazzi, ça va me faire un bien fou. » Répondre au travers de mon métier. Je crois que c'est aussi pour ça que je produis, que je réalise et que je fais tout ça pour m'exprimer comme ça. Parce que j'ai du mal à m'exprimer.
Julie, quelle est votre définition de la femme inspirante ? Je dirais que c'est une femme passionnée. Passionnée et généreuse. Inspirante parce que elle transmet, elle fait et elle transmet. Est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré ? Agnès Varda. Est-ce qu'il y a un rôle que vous avez joué qui vous a plus marqué que les autres ? Disons qu'il y a des rôles qui vous arrivent à des moments où, sur ces sujets-là, on est en pleine réflexion. Je pense à Clara et moi, d'Arnaud Viard, où à l'époque, j'avais perdu mon ami d'enfance. Son compagnon l'avait quitté, alors que ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble, en plein milieu de sa maladie. D'une certaine manière, en jouant ce film et en portant ce film, Clara et moi, qui parle d'une jeune femme qui tombe malade et que son compagnon quitte, c'était important pour moi de comprendre pourquoi elle ne le jugeait pas, pourquoi elle ne lui en a jamais voulu et pourquoi elle préférait qu'il ne reste pas par pitié. Pareil, de rencontrer François Hollande et qu'à ce moment-là, Bertrand Tavernier me propose Quai d'Orsay, ça m'a fait sourire. Un rituel avant de tourner ? J'ai 2 éléments avec moi qui ne me quittent pas avant de tourner, ou que j'apporte sur un tournage, c'est une grosse doudoune et c'est des grosses chaussures fourrées. Sur un tournage, on n'est jamais... il fait beau, on est trop couvert, il fait froid, on est en petite jupe. Ouais, ça c'est peut-être une des leçons de Marcello Mastroianni, c'est de toujours être accessible, simple. Enfin, sur un tournage, moi je me mets n'importe où, on me met et j'attends. Dans vos rêves les plus fous, quel rôle ou projet vous aimeriez porter, là, aujourd'hui ? Moi, je suis très pour les rêves concrets. Donc, si j'ai un rêve fou, alors faisons-le. C'est cette idée de raconter la Commune, de me dire, on n'a jamais raconté ces groupes de femmes, donc après la Révolution française, à la Commune. Donc, il y a eu 100 ans quand même, hein. Le Code Napoléon qui ont fait que les femmes sont retournées un peu à la maison. Et au moment où ça ressort, où elles se remettent en club, où elles se défendent, elles font référence à Olympe de Gouges. C'est la Commune, c'est Louise Michel, c'est Maria de Rheims. Et Maria de Rheims, c'est la femme qui va monter la première loge franc-maçonnique femme, qui va parler du droit universel des enfants, qui va faire le premier journal féministe. Enfin, c'est un personnage assez incroyable que personne ne connaît. J'espère que vous alliez regarder Maria de Rheims. Une habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Je doute beaucoup. Je me remets en question, ou je ne suis pas sûre de moi, ou je sais pas, cette chose de la culpabilité féminine ou le manque de confiance en soi. Ou j'ai mis 10 ans à monter ma société de production. Je pense que mes camarades y mettent 1 an et demi et ils décident de monter une société de production. Ils se posent pas la question. Je crois que c'est très dans l'entrepreneuriat au féminin, dans cette façon de s'auto-juger, d'être plus dur avec soi-même chez les femmes. Votre plus grande peur en tant qu'artiste ? Un cauchemar que je fais très régulièrement, qui est d'arriver sur scène sans avoir appris mon texte. Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où vous avez douté au point de vouloir renoncer ? Après la naissance de mon fils, où je trouvais plus le sens à ce métier, le fait de donner la vie peut-être, de le voir découvrir le monde, de me dire qu'il y avait beaucoup de choses à changer. Et c'est là où est revenue cette prise de conscience de la raison première pour laquelle je faisais ce métier, c'est de penser que justement au travers des œuvres, on a une responsabilité de ce qu'on raconte. Et d'ailleurs, un producteur a cette responsabilité morale, hein. C'est très important, on peut aller devant les tribunaux. Et donc j'aime tellement ce travail sur la matière humaine, sur notre société dans mon métier. Mais à l'époque, je n'y voyais plus de sens. Je me disais, mais en fait, il faudrait que je fasse concrètement quelque chose de politique. Un échec qui a eu un impact fort sur votre vie ? J'ai raté le conservatoire. Et en fait, je suis assez contente parce que j'ai pu aller faire l'école du cirque. Et je dois dire que je n'aurais pas été la même. Mais il y a eu beaucoup d'échecs comme ça qui ont été déterminants. De ne pas faire certains films ou de ne pas faire certaines choses. Je crois que la philosophie de Mandela, pour ça, un échec, c'est on apprend. Votre plus grande fierté ? Bon, mes fils, quand même. Votre prochain Everest ? Là, en ce moment, je suis en plein sur l'Everest avec Sœurs Jumelles. Hein. La prochaine édition qui est fondamentale, parce que ça fera 5 ans. Et l'approche de la réalisation de cette 2e étape après Olympe de Gouges sur Louise Michel. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui va être un petit Everest. Pas facile à raconter, la Commune. Autant la Révolution française, les Français la connaissent, autant la Commune, c'est une période de l'histoire qu'on connaît peu, et encore moins du point de vue féminin. Votre mantra qui vous guide au quotidien ? Il y en a un qui est celui de ma société de production, depuis le tout début, et qui ressemble beaucoup à ce que j'essaye de faire dans mon métier d'actrice. C'est l'universel commence quand on pousse les murs de sa cuisine. On va revenir quelques instants sur un de mes sujets de prédilection, qui est l'automobile. Est-ce que vous avez un accessoire qui ne vous quitte jamais en voiture ? Il y a toujours une couverture, une doudoune ou un truc pour me couvrir.
Et il y a des cartes, parce que je continue à penser que c'est super les cartes. J'ai une carte de Corrèze, j'ai des cartes de France, j'adore les cartes. Après, c'est vrai que ma voiture, elle est en Corrèze, elle n'est pas à Paris, donc c'est une voiture qui fait de la route. Quelle est la meilleure musique à écouter en voiture ? Ah non, c'est les podcasts. C'est Paroles de femmes, par exemple, mais c'est les podcasts en voiture. C'est génial, moi j'adore. J'écoute des podcasts. Moi, je peux conduire pendant des heures, et je fais beaucoup de route. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Moi, je suis née dans une voiture. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais ma mère a attendu mon père qui était de garde, je le raconte dans mon petit livre, et elle ne voulait pas aller accoucher sans lui. Donc quand il est arrivé, ils sont partis, et c'était trop tard, et donc au milieu, je suis sortie dans la voiture. Donc je suis née dans une voiture comme un boulet de canon, et c'était une Fiat 500, donc pas très grande. Quel est votre pire souvenir en voiture ? Là, j'avais 20 ans, j'ai pris la voiture de mon père. C'était une diesel et j'ai mis de l'essence. Je suis sortie de la station et ça a fait bam, bam. Je me suis fait engueuler. Alors, c'est très compliqué, ne faites pas cette erreur-là. J'y ai passé la journée. Alors, au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous écoutez de la musique ou des podcasts ? J'écoute d'abord des podcasts. De temps en temps, je mets de la musique, effectivement, pour chanter à tue-tête. Ça fait un bien fou. Mais je remets très vite un podcast. J'adore ça. C'est un grand changement dans nos écoutes à tous. J'aime bien cette liberté de choisir. Et pour finir, comme le veut la tradition dans Paroles de femmes, on part en road trip. Julie, où est-ce que vous nous emmenez ? En Bretagne. Et alors vraiment, la famille Gaillet, on vient de la Pointe, près de Brest, à Landerneau. Donc c'est une bonne route de 7h, 7h30, 8h. Et sinon, évidemment, sur les routes de Corrèze, je sillonne la Corrèze, j'adore la Corrèze. C'est vraiment devenu l'endroit où on est avec François la moitié de notre temps. Au revoir Julie, et un immense merci pour ce moment profondément humain. On aurait pu continuer un peu, mais voilà. C'était Paroles de femmes, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Paroles de femmes, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paroles de femmes. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées, à nous suivre sur Instagram et laisser un petit cœur ou un commentaire. C'est précieux pour continuer à faire entendre ces voix inspirantes.